Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Tête de Kylian Mbappé. Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi de 21h à 22h sur Radio J. Ravi de vous retrouver avec au programme ce soir l'équipe de France. On reviendra sur la conférence de presse de Didier Deschamps cet après-midi à 4 jours de France-Pays-Bas. Le sélectionneur des Bleus qui s'est notamment exprimé sur la hiérarchie des gardiens de but, le capitana mais aussi Karim Benzema. Gros plan également dans Classico sur la victoire de l'OM hier soir à Reims, qui arrêtera les Olympiens hors de leur base, qui arrêtera également Alexis Sanchez, auteur d'un nouveau doublé. Et quel doublé! L'OM sourit alors que Paris est à la peine. Les Parisiens se sont inclinés hier à domicile face à Rennes. Paris défait, Messi sifflé. Galtier est-il menacé? C'est la question que l'on posera à notre invité et nos chroniqueurs. Le casting du soir dans Classico, il est de retour dans l'émission après quelques prêts ratés, il faut bien le souligner, au fin fond de la France, et je crois qu'il aura beaucoup de choses à nous dire sur les gardiens de l'équipe de France. Bonsoir Benjamin Krief. Bonsoir Steve, bonsoir à tous, ça m'a énormément manqué de participer à cette émission. Ouais. Je les ai écoutés chacune. Ouais, je trouve que quand je suis pas là, le niveau quand même est nivelé vers le bas. Donc je suis ravi de reprendre ma place. Il y avait quelques remarques, je crois, à faire également à notre second chroniqueur du soir, Alexis Vizan. Salut Alexis. Salut, bonsoir à tous. Tu veux ajouter quelque chose sur la performance d'Alexis la semaine dernière, je crois? Non, c'était pas mal, mais j'ai hâte. Je suis content de reprendre ma place parce qu'il y a besoin sur certains sujets d'une vraie contradiction. Non. Je pense que tu penses à Alex Darmon qui est reparti en prêt. Sanchez a répondu très clairement hier soir. Il est reparti en prêt et t'as bien fait, je pense. Ouais. Alexis, ton image de foot préférée du week-end? Lens. La semaine dernière, j'ai mis Reims, ça leur a porté chance ce week-end. Là, c'est Lens parce que ils ont une période un peu plus difficile sans se désunir. Et là ça revient bien et dans le money time comme on dit, ils ont l'air prêts. Lens qui va donc perdre la semaine prochaine. Voilà. Notre invité du soir et chef d'édition RMC Sport, c'est l'une des voix de l'after-foot sur RMC. Bonsoir Jimmy Brown. Bonsoir à tous. Et merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation de Classico. Jimmy, tu es un suiveur de longue date du Paris Saint-Germain, on va en parler tout à l'heure. Messi sifflé, Kim Kardashian ovationné. Est-ce que le monde va vraiment très 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 mal? Tout est normal dans le PSG. C'est tout à fait PSG 2022-2023. C'est ce qu'on a vu ce week-end. C'est typique de ce qui est devenu ce club, malheureusement. Le PSG d'avant te manque? C'est dur à dire parce qu'on a souvent ce débat à RMC, on parle souvent de ça, on est certains nostalgiques à oser penser que oui, c'était mieux avant l'arrivée des Qataris, que tu gagnais pas plus de matchs à l'époque, c'était quand même très compliqué, mais c'était aussi un cirque, on va pas se mentir. Mais t'avais moins d'attentes, donc quand t'as moins d'attentes, t'as moins de risques d'être déçu, et malheureusement là on est quasi, moi je suis dépité de ce qui est devenu ce club et de ce qui est devenu ce stade aussi, surtout. On va peut-être en parler tout à l'heure. On peut y aller direct sur le stade. Tu voudrais, il y a un sondage qui a été lancé auprès des abonnés du Parc des Princes par la direction. Vous l'avez peut-être reçu si vous êtes abonné, sur l'avenir du stade. Est-ce qu'on préfère rester au Parc des Princes agrandi, rénové, ou partir au Stade de France ou un peu plus loin? Jimmy, tu as déjà voté? Oui, absolument. Je l'ai fait, j'ai participé à ce sondage. Non, mais il est incontestable pour moi que le PSG est indissociable du Parc des Princes. C'est pas ça que je voulais dire quand je parlais du stade, c'est les tribunes, c'est l'attitude des tribunes qu'on a vu hier. Moi, j'étais surpris. Il y a une époque où quand tu perdais, là on a perdu 7 matchs, le PSG a perdu 7 matchs depuis début 2023. Après une élimination en Ligue des Champions, alors évidemment en aucun cas il faut cautionner. Élimination contre Marseille en Coupe de France. Aussi, il faut le préciser, on oublierait presque, tu vois, ça va tellement vite, il y a tellement d'événements qui se succèdent qu'on oublierait presque cette humiliation, moi j'appelle ça comme ça, quand tu perds à Marseille en Coupe de France. Avant évidemment il faut pas cautionner la violence et quelconque, les excès en tout genre, mais pour autant moi je trouve qu'on a des tribunes qui sont devenues quand même très gentilles, je sais pas ce que vous en pensez, mais très aseptisées, ouais. C'est plus qu'il y a de moins en moins de supporters. Non mais c'est ça en fait, moi pour aller au parc, tout va bien, tu perds comme ça 2-0 contre Rennes, mais c'est ça, pas un sifflet quasiment, pas d'appel à la démission du coach. Mais Steve pose la bonne question, c'est qui est la population aujourd'hui au Parc des Princes? Moi franchement quand j'y vais, je suis abonné, à côté de moi j'ai toujours des gens différents, des étrangers, des familles. Des virages. Mais attends, excuse-moi, ça fait
t'es en loge, t'es pas en virage. Malheureusement, j'ai pas encore les moyens d'être en loge. Bientôt, dans quelques années. On y travaille avec Classico. Mais pour le coup, quand tu vois la population mise à part, c'est pas les virages, c'est un virage, c'est le Cup. Moi, je suis plus proche de Boulogne, il y a zéro bruit, t'as personne, t'as plus de virage à cet endroit-là. Et donc, dans les places hors virage, tu as des gens qui ne sont plus des supporters, qui achètent, qui sont en tourisme, qui viennent voir Kim Kardashian, qui veulent prendre des photos, qui veulent faire des selfies avec Messi et Neymar quand il vient tirer un corner. C'est ça la population aujourd'hui au Parc des Princes. Donc eux, gagner, perdre, le PSG, ils s'en foutent complètement. Ils ont fait une story avec Kardashian, ils sont ravis. Et pour la direction, c'est une manière de dépolitiser aussi les enjeux. Bon, on a des stars. Je pense pas qu'il y ait que ça, c'est une question de business aussi. Avant toute chose, je pense que la direction c'est très bien que le business il est pas forcément en France aujourd'hui, donc les tribunes, ce qui l'argent tu vas le récupérer ailleurs, par la vente de maillots, par du business que tu vas faire. L'important c'est de parler au public américain, au public asiatique, qui a un pouvoir d'achat important. Comme a dit, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, Alexis, c'est toujours des confrontations entre s'ils veulent faire du business, ils pensent pas foot. Moi, je vois pas en quoi faire du business et t'opposer au foot. C'est-à-dire qu'ils sont au business. Tu le vois sur le terrain. Tu le vois sur le terrain, exactement. Tu vois les joueurs qu'il y a, Alex, ou qu'il y a pas. Moi, je suis pas d'accord. Moi, c'est pas parce que ça marche pas. Et donc c'est mal fait. C'est pas raison. Mal fait que ça marche pas. Non, tu peux pas faire les deux. Attends Alex, tu dis deux choses qui sont à mon avis différentes. Non, que ça marche pas, c'est une chose, mais que c'est mal fait, ça c'est autre chose. Oui, mais c'est pas parce que c'est mal fait que tu vas faire business et foot. Mais tu as raison pour terminer. Ouais. Non, mais je pense que tu peux faire business et foot si tu as une stratégie sportive définie, claire, ce qui est absolument pas le cas des dirigeants du PSG. Et encore cette année, on a la plus faible équipe sans doute de l'RQSI, ou pas très loin. Tu partages cet avis, Jimmy Brown? Pour parler de ça, mais c'est la plus faible équipe depuis donc 2011. Depuis quasiment l'arrivée, ouais. Les résultats le montrent, je pense, oui. Et c'est terrible à dire quand t'as des joueurs aussi, quand t'as des CV aussi impressionnants sur le terrain. Messi, Neymar, qui est plus là, Ramos, Verratti. Enfin, tu vois les noms sur le papier, c'est censé être impressionnant, mais la réalité, c'est que il y a pas de collectif, il y a pas d'équipe qui puisse rivaliser avec les meilleures équipes européennes et puis même avec les meilleures équipes françaises. On le voit dès qu'il y a un peu. Ça, c'est clair. Et on verra tout à l'heure quelle est la responsabilité aussi du coach dans ces performances ou ces contre-performances. Alexis. Et du recrutement. On va en parler tout à l'heure. Chers auditeurs, Classico est à suivre sur radioj.fr, en vidéo sur Facebook et Twitter. Émission également disponible sur la page YouTube de la radio. Classico saison 3 épisode 90, c'est parti. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Jimmy Brown, désolé, on va commencer avec l'OM, avec le match d'hier soir. L'OM qui a conservé hier sa place de dauphin en rapportant les 3 points de Reims, l'invincible Reims, les Olympiens, et qui ont pu compter sur une nouvelle performance XXL d'Alexis Sanchez. Le Chilien s'est illustré avec un nouveau doublé. Messieurs, d'abord votre regard sur ce joueur, l'une des stars du championnat, 34 ans déjà, et parfois merveilleux. Tu l'aimes bien, on sait que tu l'aimes bien. Moi j'ai beaucoup de respect pour ça. Ouais, je sais que tu l'aimes beaucoup. Mais peut-être un peu trop, pardon. Non, mais moi je trouve que pour Marseille, c'est très bien d'avoir un Alexis Sanchez qui, malgré tout, pour moi, je pense, tire l'ensemble du collectif marseillais vers le haut. Après, on a vu ses limites dans les gros matchs. Voilà. On a vu ses limites contre Annecy. Tu disais qu'il arrête Alexis Sanchez. Le gardien d'Annecy, il a arrêté. Donc, dans le match qu'il fallait pas perdre. Là, il fait un doublé, donc forcément, on le met en avant. Et moi, je trouve encore une fois qu'il est important pour Marseille. Mais pas parce qu'il fait le doublé hier soir qu'il faut tout d'un coup dire que c'est pas le premier doublé. Hein. Non, c'est pas le premier, mais bon. On entend pas mal de choses, c'est devenu le meilleur joueur. J'ai entendu quelqu'un dire c'est l'un des meilleurs joueurs de Marseille depuis les 10 dernières années. Est-ce que c'est peut-être le fameux grand attaquant qu'ils attendaient depuis des années. Mais Benjamin, Marseille reste. Non, mais moi je suis assez d'accord. Tu vois, une fois n'est pas coutume avec mon ami Alexis. Pour le coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a changé la face de l'OM offensivement, qui a amené son expérience. Franchement, son professionnalisme, je pense que dans le vestiaire, il doit être très important. Ce qu'a dit, on va écouter. J'en doutais un peu parce que ça faisait quand même plusieurs années, plusieurs clubs des expériences dans des clubs qu'il avait eu qui étaient notamment très convaincantes, donc je me demandais si c'était pas lui aussi en pré-retraite, et pour le coup c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui effectivement amène son implication, débute, mais qui a 25 matchs, qui a pu décevoir aussi effectivement dans les grands rendez-vous. Et après, moi je ne peux pas manquer de m'interroger quand même sur la stratégie offensive de l'OM. Pourquoi est-ce qu'on a amené Vitinha alors que finalement Tudor n'a pas envie de jouer avec une attaque, avec les deux devant. Donc est-ce que justement c'est pas une explication? À mon avis, ça manque un peu de clarté. Ou alors lui, il a la clarté, mais moi je la vois pas. Sauf si je dis une bêtise, Vitinha ne joue pas du tout. Il n'a pas joué une minute hier. Il a été titulaire contre son premier match, c'était contre je ne sais plus qui. Non plus. C'était Paris, je crois. C'était pas un cadeau. Il a commencé avec Paris, ouais. Si, je crois que c'était Paris.
et c'était pas un cadeau, et depuis on l'a plus jamais revu. Donc voilà, c'est tout. Mais pour répondre à ta question initiale, oui, évidemment qu'il apporte quelque chose. Jimmy Brown. Sur Vitinha, il y a juste, je pense, de l'anticipation de la part de Pablo Longoria. Il faut pas oublier qu'ils ont une affaire en cours avec Pape Gay. On sait pas ce que ça va donner sur la possibilité de recruter ou pas la saison prochaine. Donc voilà, tu as la possibilité de prendre un attaquant qui était performant au Portugal. Avec Braga, c'est un excellent joueur de foot, je pense, Vitinha. Après, on connaît Marseille, c'est un contexte particulier. Tu as besoin d'avoir des joueurs comme Alexis Sanchez, justement, qui ont de l'expérience, qui connaissent le haut niveau, qui savent jouer sous pression, etc. Donc, non, mais Alexis Sanchez, évidemment. Moi, j'ai du mal à individualiser quand il y a une contre-performance de dire, voilà, si Marseille n'a pas réussi à passer le cap en Ligue des Champions, c'est à cause d'Alexis Sanchez. Non, je pense pas que ce soit lui le principal responsable. Je pense au contraire que Marseille a besoin d'avoir des joueurs de ce niveau-là et de cet état d'esprit-là pour remplir leurs objectifs, à savoir finir deuxième du championnat. Et je pense qu'on saura l'impact réel d'Alexis Sanchez en fin de saison. C'est-à-dire s'ils ont réussi à décrocher cette deuxième place. Ça annonce plutôt bien. Oui, alors n'oublions pas que Lens c'est pas très loin. Ouais. T'as encore 10 journées de championnat, t'as Lens qui est après sur Marseille à l'extérieur, c'est génial. Marseille, ils enchaînent, ça fait 8 victoires. Alors pourquoi ça marche moins bien au Vélodrome, notamment pour au Vélodrome, les équipes attendent, défendent plus bas, c'est plus difficile. Là, ils sont quand même tombés sur une équipe de Reims. Enfin, faut saluer quand même ce que fait Reims et Will Steele. Ouais. Ils ont été joueurs, ils ont même tapé le poteau hier à la 94e. Ils ont pas cessé d'attaquer, d'ouvrir le jeu. Je pense que le meilleur Marseillais hier, si tu enlèves Alexis Sanchez, c'est le gardien Paul Lopez, qui d'ailleurs a fait la petite passe décisive sur le deuxième, mais ils sont tombés sur un super Paul Lopez. Ils tapent 2 fois les poteaux, les Rémois. C'est dur quand tu joues contre une équipe qui attaque et qui laisse des espaces. Marseille est redoutable. En revanche, quand il faut faire le jeu, quand t'es attendu d'entrer 30 mètres, qu'il faut construire, parfois c'est plus compliqué. Est-ce qu'il n'est pas justement un peu trop isolé lorsque les Olympiens jouent au Vélodrome? Alexis Sanchez, il n'est pas un peu seul dans la surface? Clairement, ça montre aussi les carences de l'effectif olympien en termes de technique offensive. C'est-à-dire qu'ils t'as Vitinha sur le banc quand même. Oui, mais tu fais jamais jouer. Moi, Vitinha, personnellement, j'ai pas beaucoup joué à Portugal parce que je n'aurais pas le championnat portugais. Tu as tort, c'est diffusé sur RMC Sport, c'est super. Mais surtout, moi, ce qui me surprend toujours, c'est qu'on dit il prépare l'avenir. J'ai du mal à imaginer qu'un mec à 32 millions, dans 6 mois, il explose. Alors, on parle toujours de Rai à Paris, on a cet exemple-là, mais Rai, c'était quand même le capitaine du Brésil à l'époque. Pardon, c'est pas comparable. C'est pas comparable. S'il n'a pas joué encore, Vitinha. Mais quand tu le vois jouer, quand tu l'auras vu jouer, sur 3-4 matchs. Là, quand tu le vois jouer, Jimmy, tu l'as déjà vu jouer? Oui, avec Braga, et je peux t'assurer que c'est un super joueur, doté d'une super frappe de balle qui peut marquer dans des positions très compliquées. Moi, je trouve qu'il a c'est un top joueur pour la Ligue 1. Similaire. Au niveau de la Liga, c'est un top joueur. De ce qu'on a vu, que tu as vu à Braga. De ce que j'ai vu à Braga, en tout cas, c'est un très bon joueur de foot, et je pense qu'on peut faire confiance quand même à Pablo Longoria, qui jusqu'à présent, il a fait quelques erreurs, il s'est trompé sur quelques profils de joueurs. S'il a investi autant sur Vitinha, je pense pas que ce soit il l'ait fait comme ça au hasard. Non, je pense que c'est vraiment un bon joueur. On va écouter Igor Tudor après le match hier. C'est en anglais. Benjamin va nous traduire. Ouais, bien sûr. Yeah, he did what the leaders doing today, even in a dressing room in half time. So we are lucky to have him here. But first of all, I need to make congratulations for the team because what I said before the game, that Reims in this moment is the best team in the French, and winning here is not for everybody. Bon, 2 grandes idées dans cet accent bien marqué, ouais. Donc 2 grandes idées, c'est un grand leader, on a la chance de l'avoir. On parle d'Alexis Sanchez, et puis il n'est pas facile de vaincre cette très belle équipe, la meilleure équipe. C'est pas donné à tout le monde de gagner à Reims. La meilleure équipe selon lui du championnat Reims, c'est un peu étonnant. Est-ce que vous considérez qu'Alexis Sanchez est la meilleure recrue de l'ère Macourt, donc depuis une petite dizaine d'années? Il est trop vieux pour ça par rapport à ce qu'il était, mais je pense que c'est des noms importants. Moi, je trouve que les noms ont toujours été importants. On peut citer Balotelli, Luis Gustavo. Mais Balotelli, c'est encore autre chose. Balotelli, c'est plus individualiste. Sanchez, tu sens quand même qu'il a un côté esprit d'équipe. Qui apporte quelque chose, et encore une fois, qui amène les autres avec lui aussi. Oui, c'est ça qui est important. C'est un nom respecté et qui comprend un collectif. Donc c'est sûr que c'est très important pour Marseille. Et il a montré. Donc oui ou non, est-ce que c'est la meilleure recrue? Je sais pas, mais là, parce que là tu parles offensivement uniquement, mais quand t'as un gars comme. Non, global. Non, mais moi quand tu vois Rongier sur le terrain maintenant.
Le mec, c'est devenu le pilier de cette équipe, le capitaine d'ailleurs, je crois, le couteau suisse de l'équipe. Il était défenseur central hier, défense à 3. Pour la deuxième fois. Il a commencé milieu, il était arrière droit avec. C'est surpris ou déçu de ne pas l'avoir vu dans la liste de. Non, déçu, non, ça arrivera. C'est un profil sans doute qui a encore une fois, il est très polyvalent. Donc tu te dis qu'à un moment donné, peut-être que Deschamps va lui trouver une place quelque part. Après, c'est sûr. Deschamps, il appellera s'il y a une hécatombe au milieu de terrain. Il est quand même. Moi, bravo à ce qu'il fait et je trouve que c'est un très bon joueur. C'est pas pour ça, mais je trouve qu'il est quand même en dessous du niveau international. Cette année, il est moins bon que Verretou, par exemple, qui a été sélectionné, Jimmy Brown. C'est pas les mêmes caractéristiques. Il joue pas non plus. Hein. C'est pas les mêmes caractéristiques. Il est dans la liste. Gendouzi ont été dans la liste pour la Coupe du Monde. Je vois pas une différence monumentale entre Rongier et les deux joueurs qu'on vient de citer. Moi, je pense que Rongier, il peut avoir. Ils sont plus offensifs, quoi, en termes de caractéristiques. Rongier, c'est plus défensif, voire maintenant défenseur, quoi. Et après, et la polyvalence, on va mettre Kamavinga à part parce que là, on en parlait tout à l'heure, mais ouais, voilà, Deschamps l'a catalogué en tout cas pour ce rassemblement latéral gauche. Mais la polyvalence, finalement, pour Deschamps, c'est pas toujours un avantage. Tu te rends compte que quand t'es bon, mieux vaut être très bon à un poste fixe que bon à plusieurs postes. On l'a vu pour Pavard notamment. Absolument. Absolument. Ça m'aurait pas choqué moi de voir Rongier en équipe de France. Je trouve que c'est un excellent milieu de terrain. Après, quand tu vois la liste, bon, il y a quand même des noms. Voilà, il a préféré prendre. Et il est plutôt jeune aussi. Valentin Rongier, c'est un profil. Voilà, il a privilégié un Kefren Thuram. Voilà, qui représente peut-être un peu plus l'avenir que Valentin Rongier. Ouais. Mais là, avec Tudor, il a pris la place de taulier, de capitaine, qui est vraiment maintenant le leader de cette équipe. Donc peut-être que ce petit supplément va lui permettre de passer aux yeux de Deschamps, à obtenir un peu plus de crédit. Il ressemble un peu à Deschamps d'une certaine manière. Bon, il n'a pas la carrière qu'a eu l'ancien sélectionneur. Au sens travailleur et. Ouais, il a commencé à Nantes, il a été capitaine très jeune dans tous les clubs par lesquels il est passé. Bon, il n'a pas signé la Juve, il a remporté une Coupe du Monde, mais c'est pas un élément de vestiaire qui pourrait être utile à Deschamps qui cherche des tauliers, qu'il met en avant. On parlera du justement, ce sera pas un taulier de vestiaire. Non, mais est-ce que ce sera un taulier de l'équipe de France? Quand t'as jamais connu l'équipe de France, là, il va s'appuyer sur des gars qui étaient déjà peut-être dans le groupe pour prendre cette place-là. C'est difficile de s'autoproclamer leader en équipe de France. Non, mais sur 2 ans, avant l'Euro, pas forcément tout de suite. Mais... Oui. Et puis physiquement, il correspond pas au carcan de Deschamps dans le système défensif. C'est vrai aussi. Il a bien des joueurs plus physiques, un peu plus costauds, c'est vrai. On a parlé brièvement tout à l'heure de Reims, on va écouter Will Steele dans un instant. C'est sa première défaite en Ligue 1, un premier bilan de ce parcours atypique et assez spectaculaire en termes de réussite. C'est un bonheur. Moi j'avais été à Reims, à PSG Reims il y a quelques mois maintenant, et j'avais été vraiment impressionné de leur prestation. Paris a mené 1-0 pendant quasiment tout le match, mais Reims n'a jamais arrêté de jouer, vraiment ils ont mis en place leur tactique qui était au Parc des Princes, en tout cas très très direct, très un jeu tourné vers l'avant, très rapide et autres, et ça a payé au Parc des Princes. Et depuis, mais on voit qu'ils ont réussi à appliquer leur jeu, à mettre en difficulté tout le monde. Là hier, s'il y a match nul, personne ne crie au scandale. Vraiment bravo, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux coachs comme ça avec des nouvelles idées, un peu décomplexés. Et qui passent par des filières un peu différentes des filières les plus classiques. On a mis en avant ces dernières semaines le cas de Digar à Nice. Ça ouvre la porte, ça ouvre la voie à d'autres types de jeunes entraîneurs, Alexis et Jimmy Brown. Moi je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça régénère un peu ce métier d'entraîneur de Ligue 1 qui était un peu trop formaté DEPF et autres. Et puis là, ça ouvre en fait. Donc moi je trouve que c'est plutôt très bien pour ça. Donc à suivre. Non, c'est sûr qu'on a envie de voir la suite sur Reims. On a envie de voir s'ils vont réussir à attraper l'Europe ou pas. C'est pas si simple pour eux, mais c'est intéressant. C'est partie des pilotes qu'on a envie de suivre. C'est toujours intéressant de suivre quand tu fais des longues séries comme ça. Le jour où tu perds, le match d'après, la première défaite, c'est toujours compliqué parfois de repartir, etc. Tu vis beaucoup sur cette série en fait. Et le jour où elle s'arrête. Et est-ce que ce serait un cadeau d'accrocher la Coupe d'Europe? 19 matchs sans défaite, c'est quand même hyper rare, quoi. Même en Ligue 1. C'est énorme ce qu'il a fait. C'est énorme ce qu'il a fait et ce qu'ils ont fait quand même. Parce qu'il faut rendre le mérite aux joueurs aussi, parce qu'il a quand même des sacrés joueurs, Balogun notamment. Qui va pas rester très très longtemps. Il est prêt par Arsenal, donc ça va repartir. Même en Ligue 1, certainement. Benjamin, sur ce que tu dis, est-ce qu'on peut leur souhaiter de se qualifier pour le Coupe d'Europe? C'est ça le sujet. Mais il y a peut-être un peu la même question pour Lens. Lens, on parle de la 2e place et autres, même de la 3e. Si tu accroches la Ligue des Champions avec tes Lens, est-ce que c'est un cadeau? Tu vois, il y a une histoire, il y a un parcours, ça fait déjà 2-3 saisons qui non, mais sont voilà, pas très c'est un peu loin. différent. Mais si tu dois jouer le tour préliminaire ou la Ligue des Champions, tu commences plus tôt. Enfin, c'est pas la même préparation et il te faut un effectif beaucoup plus dense. Moi, j'ai envie de te dire que quand tu vois les performances des clubs français en Ligue 1 qui sont un désastre régulier en Coupe d'Europe, pardon. Lens ou pas Lens, en vrai, à chaque fois on est déçus, donc
autant que ça soit Lens qui aille et qui essaye de nous surprendre, quoi. En plus, ils auront l'étiquette d'outsider, donc il n'y aura pas la. Je pense qu'il faut dissocier les deux cas. Reims, là, je regardais le classement, ils sont 9e, ils ont 7 points sur Rennes qui est 5e, ça paraît compliqué pour accrocher l'Europe. Lens, j'espère, je leur souhaite d'y aller. Et non, à partir du moment où tu y vas, il n'y a pas de raison. Je rejoins Alexis. On dit tout le temps qu'il faut avoir Marseille en Coupe d'Europe parce que ils vont pouvoir représenter la France, etc. On a pu voir sur les dernières saisons que c'est pas forcément les clubs qui ont des palmarès les plus impressionnants en Europe qui performent le plus. Donc non, si Lens y va, bravo à Lens et on sera supporter des Lensois en Coupe d'Europe. Et il y a justement un supporter marseillais qui nous rejoint dans Classico. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Ton regard d'abord sur la victoire de l'OM hier à Reims. Écoute, un OM à réaction après le match de Strasbourg de la semaine dernière, c'est un peu compliqué et tout le monde nous donnait vaincu après la magnifique série de Reims et en fait on a su réagir. Match très solide avec une équipe de conquérants. On a un peu de chance à la fin, mais la chance tourne. Le but d'Aoulou la semaine dernière, c'est transversal en 30. Là, contre Strasbourg à domicile. Voilà, et là la frappe de Balogun, c'est poteau sortant, donc la chance tourne, on est solide deuxième et on espère que ça va tenir jusqu'à la fin de saison. Et est-ce que les Marseillais peuvent regretter finalement leur défaite en championnat contre le Paris Saint-Germain qui aurait pu être une date charnière dans ce championnat où la différence de niveau était telle que... Encore une fois, pas sur ce match-là. On regrette beaucoup plus les 2 points contre Strasbourg la semaine dernière, la défaite contre Ajaccio, les points perdus à domicile contre Lens, contre Monaco avec le match nul. La défaite contre Paris, moins. À la limite, ça reste anecdotique parce que c'est un match où il y avait une vraie différence. Et puis c'est un des seuls matchs de la maison où ils ont joué un peu avec envie, donc ça reste anecdotique. Je te repose la question qu'on a posée tout à l'heure à Jimmy Brown et à nos chroniqueurs Benjamin et Alexis. Est-ce que tu considères qu'Alexis Sanchez est la meilleure recrue de l'ère McCourt ? C'est une des meilleures recrues. Il faut quand même pas oublier Chancel Mbemba, qui est quand même énormissime en défense. Gigot aussi. Gigot. Calme-toi. Excuse-moi. Alors pardon, quand Mbemba et Gigot étaient pas là, la défense, elle avait rien à voir. Non mais Mbemba, et là c'est deux personnes. Pour dire qu'Mbemba c'est un peu au-dessus de Gigot quand même. C'est le vrai. Je trouve que Mbemba, c'est le vrai patron. Il est solide, il est serein, il a un esprit carrément de capitaine. Marque des buts, il monte, il descend. Enfin, il est impressionnant. Sanchez est excellent. Pour un attaquant qui a 35 ans, c'est quand même incroyable ce qu'il arrive à faire. Et quand on tu serais moins impressionné s'il avait 28 ans ? Je serais un peu moins impressionné, mais surtout dans le sens où quand les joueurs ont 35 ans, vous êtes bien placé pour le savoir, quand ils sont un peu en fin de carrière, on a tendance à dire c'est pour toi ça, non on a tendance à dire qu'ils ont fini leur carrière et qu'ils n'ont plus rien à prouver. Et quand on voit que c'est un mec, alors qu'il a mis un doublé, qu'il est à Reims, alors à mon avis avant le match d'hier, je pense qu'il a jamais entendu parler de la ville, et qui se bat et qui court et qui presse, comparé à d'autres joueurs de 35 ans qui se déplacent même pas pour saluer leur. Il a 34, à cet âge-là, c'est important, faut pas lui donner un an de plus, Alexis Sanchez. Non, mais il est impressionnant. Il est impressionnant, mais pas oublier quand même Chancel Mbemba qui est énormissime, et c'est vrai Gigot aussi. Merci. Chancel Mbemba, il nous a coûté 0 € en plus, une recrue gratuite. Donc, est-ce que la direction, Raphaël, est-ce que la direction de l'OM a tout intérêt à tout faire pour qu'Alexis Sanchez reste soit encore Marseillais l'année prochaine ? Je pense. Après, moi, j'ai quand même un petit souci avec Vitinha, parce que j'espère depuis le début que Vitinha, c'est l'avenir, et j'ai peur que si Sanchez reste, on voit jamais notre recrue la plus chère à 35 millions. Donc je me pose la question, mais c'est vrai qu'avec ce qu'il produit, oui, il mérite d'être prolongé au moins une saison, et puis de voir comment ça évolue l'année prochaine. Messieurs, vous pensez la même chose, Jimmy ? Oui, il ne faut pas oublier ce que réclamait Alexis Sanchez lui-même, c'est-à-dire d'avoir un joueur sur lequel il peut s'appuyer devant. Et je pense que Vitinha et Alexis, au-delà d'être concurrents, ils peuvent être partenaires et le duo peut bien fonctionner. C'est ça l'objectif. Moi, je trouve qu'ils sont trop le même profil. C'est pour ça qu'il y a un Mofi qui arrive, il aurait été très. Physiquement, c'est pareil. Je connais pas assez Vitinha, mais quand tu vois physiquement, tu as l'impression qu'il a les caractéristiques communes à Sanchez. C'est un profil peut-être un peu plus, un peu plus remiseur, etc. Et Alexis Sanchez, c'est ce qu'on appelle un deuxième attaquant qui va tourner autour de Vitinha. Je pense que ça peut être un point de fixation. Voilà, oui, c'est l'idée. En tout cas, Longoria et Tudor l'ont imaginé comme ça. Après, pour moi, au point de fixation, je trouve que Mofi correspond plus à un point de fixation que Vitinha. Ah oui, mais après, tu fais le joueur que tu peux faire. Mofi n'a pas voulu venir. Mofi n'a pas voulu venir. 32 millions, t'as peut-être d'autres joueurs qui ont
qui ont des caractéristiques physiques qui t'apportent autre chose. Parce que là, en termes de, même si on parle en termes de taille, on est sur les mêmes registres. C'est que tout est enregistré dans 6 mois, 1 an, quand il va claquer but sur but, tu peux te reprendre ça. Mais je lui souhaite, mais je suis dubitatif par rapport à la construction d'équipe. Trop sortir. Merci beaucoup Raphaël d'avoir été avec nous. Et Steve, une dernière phrase. On se rappelle pour débriefer le quart de finale de Paris ou pas? Ah non, là, j'ai confondu, pardon. C'est l'année prochaine, pardon. C'est pas sûr que c'est l'année prochaine, c'est même pas sûr. Ou l'année d'après, Merci Raphaël. L'année prochaine. Bonne soirée. Faut être croyant, merci. Allez, on va jouer, messieurs. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Allez, le premier quiz de Classico. Messieurs, combien de victoires contre le Paris Saint-Germain compte Bruno Genesio? Alexis. 7. Jimmy. Non, c'est trop, c'est déjà 5. 6. Bah 5. C'est 6, c'est Jimmy. Et ça vaut 2 points, bien sûr. Quel est l'entraîneur qui compte... Ah, c'est 2 points, c'est le... Quel est l'entraîneur qui compte le ratio de défaites le plus élevé depuis l'arrivée de QSI au PSG? Jimmy. Ah, mais ça, je le sais. Eh bah oui, mais il faut le sortir. Galtier, non, j'avais tendance à vouloir dire Galtier, mais non, il a égalisé. Je l'ai lu ça. Galtier, il a égalisé le nombre de défaites de. Unai Emery peut-être. Alors Unai Emery pour Jimmy Brown. Alexis. Mais ils sont égalisés. Ça peut pas durer une demi-heure. Faut que tu répondes à ça. Mais attends, c'est important. Il compte ou pas? Mais de quoi je donne ta réponse? C'est tout. Bah moi je dis. T'as dit Emery? Ouais, j'ai dit Emery. Ouais. Bon bah alors ouais, je sais pas. Bah non. Pochettino. Ouais, Pochettino. Galtier, moi Galtier, c'est Galtier avec 7 défaites sur 40 matchs, soit 17,5% devant. Il a égalisé Pochettino. Non, il est devant Cambouré. C'est perdu, donc c'est pour Alexis. Donc Bruno Genesio est donc la bête noire du club de la capitale. Le Rennais devance quel entraîneur dans ce classement? Donc les entraîneurs ayant le plus vaincu le Paris Saint-Germain. Ouais, on a bien saisi. Galtier pour Alexis. Jimmy. J'aurais tendance à dire aussi, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. On peut pas. Quand c'est un joueur aussi, Galtier, moi j'ai dit Galtier aussi. J'ai aucune idée. Mais où tu vas chercher ces questions? C'est Galtier. C'est Galtier. Le deuxième, vous savez qui est-ce? Après Galtier. C'est Cambouré. Oui, c'est même. Jimmy et Alexis Benjamin, tu as 0 point. Quels sont les 4 joueurs actifs en Ligue 1 ayant marqué avec un même club au moins 150 buts? Je répète ma question. Quels sont les 4 joueurs toujours actifs ayant marqué avec un même club au moins 150 buts en Ligue 1? En Ligue 1 avec un même club? Avec un même club. Non, c'est pas possible ça. 150 buts avec un même club, t'en as 4? Ouais, et des clubs différents? Non mais pas avec un même club. Ok, moi je vais t'en donner un. Il y a Kylian déjà. Il y a Kylian évidemment. Ok, bah. Je sais pas. Il y a des évidences, hein. Messi. Non, Ligue 1. Bah, il y a des évidences. Paoletta? Non, actif aujourd'hui. Ah putain, actif. Ben Yedder, j'aurais dit Ben Yedder, non, il est pas à 150 buts. Actif. Putain, attends. Putain. Il est pas forcément aujourd'hui dans le club dans lequel il a réalisé. Gamero, non. Il a fait plusieurs clubs. En plus, il a fait plusieurs clubs. Gamero, ça marcherait pas. T'es vicieux, toi. T'es vraiment. Il y en a plusieurs au PSG. Hein. T'es vicieux, toi. Il y en a plusieurs au PSG, tu dis? Au PSG, encore actifs? Non, ils sont actifs, mais pas au PSG. Oui, j'ai compris. Oui. Putain. Ah bah Cavani, ça fait un. Bah oui. Ah, mais moi je vais répéter 3 fois. Excuse-moi, non. Exactement pareil. Lavar. Non, bah non. Alors, Cavani, Alexis. Bah non, c'est pas fini, il en reste 2. Bah alors. Qui a dit le premier? C'était Jimmy. Zlatan, du coup. Zlatan, c'est bien. C'est pas clair du tout. Ton premier point, c'est très clair. Et le dernier? Ce n'est pas un Parisien, si? Ce n'est pas un Parisien. C'est pas un Parisien. Qui a mis 150 buts et qui a mis 150 buts et qui joue encore. En France, il a mis 150 buts en France. Paoletta, c'est pas lui. Dans le même club, non? Non, il joue plus Paoletta. Putain, bien. Et ça, c'est vrai. Tu un peu l'actu maintenant. Cavani l'a dit. Kylian, c'est pas au PSG. Messi, c'est pas ça. Donc Neymar non plus. C'est pas au PSG. Ben Yedder, non. Ah, tu nous donnes pas le club pour avoir l'indice? Ah bah si je donne le club, c'est tellement évident. Lisandro Lopez. C'est un Lyonnais. Lisandro Lopez. Sonia Anderson. Ça fait Gomis, non? Ça fait Gomis, non? Non. Lisandro Lopez. Il est consultant, non? Ah non, il est en Turquie. Non, il est en Turquie au Gala. C'est un Lyonnais, hein, c'est un Lyonnais. Lacazette. Putain, merde. Et le point pour Jimmy. Lacazette est le deuxième buteur. Et le deuxième buteur de l'histoire. Eh oui, les gars, Lacazette est le deuxième. Il a dépassé. Ah bah il a marqué. C'était ça la question.
Qui est le premier Fleury Di Lano. Eh là là, c'est magnifique. Qui que quoi Fleury Di Lano. Allez, tu connais pas, laisse tomber. On est quoi? On a une émission de c'est quoi? C'est l'encyclopédie? C'est comment ça s'appelle l'émission? Combien d'anciens joueurs du Paris Saint-Germain ont marqué un but contre leur ancien club? C'est beaucoup ça. C'est beaucoup. C'est énervant, c'est très très énervant. Dans l'histoire. Combien d'anciens joueurs du Paris Saint-Germain ont marqué face? C'est beaucoup. C'est juste prix. 27 pour Jimmy. 32. Mais ça va pas, non. Le dernier étant Kalimundo ce week-end. Je sais pas, 17. 17,50. Ah oui, donc c'est énorme. Donc c'est Alexis. 5 pour Alexis, 6 pour Jimmy. N'oublie jamais Ouedak. Paul Lopez est entré dans l'histoire, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais Paul Lopez est entré dans l'histoire ce week-end, pourquoi? Deuxième passe décisive, très bien. En 2019-2020, un autre gardien, dans un des 5 championnats européens, a réalisé la même prouesse. Alisson Becker? Non. Ederson? Tu peux lancer sur la darbouk. La musique est assez simple pour le coup. On sait toujours pas ce que c'est, mais... C'est Tukutaka, là, c'est l'un des hymnes de la Coupe du Monde. Quel championnat? La Liga. La Liga, tu dis? Claudio Bravo. Non. Valdés. Ah, tu veux pas dire. Attends. Il parle pas. Moi j'en ai donné un déjà. Alors, Benjamin, tu connais un peu la Liga? Non. Valdés. Non. Il y a combien de temps? Je sais. 3 ans. 3 ans. Oblak. Oblak. Vas-y. Ter Stegen. Égalité. Ça vaut. Quel gardien, celui qui gagne, pas toi, entre Jimmy et Alexis, quel gardien compte le plus de clean sheet cette saison en Ligue 1? Diouf, et c'est la victoire de Jimmy. L'invité gagne toujours. Ces quiz ne m'intéressent pas, c'est du CD, on est sur de la stat, on est sur de l'encyclopédie. Le Paris Saint-Germain. Ça m'intéresse pas.